Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau débat. Alors on a beaucoup parlé d'innovation technologique au cours de cette journée. On va parler maintenant d'innovation écologique. Alors innovation écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les ingrédients pour réussir à innover en faveur de l'écologie? Quelles sont les compétences aussi qu'il faut? Et pour parler de tout ça, on a deux profils très différents mais néanmoins fort complémentaires. Alors, à côté de moi, Gabriel Alperne. Et Gabriel, vous êtes philosophe. Ça fait 10 ans que vous travaillez sur la question de l'hybridation. Vous allez nous en dire plus, je ne dévoile rien. Vous avez écrit un livre aussi sur le sujet qui s'intitule « Tous sans tort, éloge de l'hybridation ». À vos côtés, Catherine Ricou. Donc, Catherine, vous êtes directrice innovation chez Veolia. Ça fait 25 ans que vous travaillez sur des sujets de développement, de solutions pour les territoires. Alors, évidemment, on s'en doute dans la gestion de l'eau, dans le traitement des déchets, dans l'énergie aussi. Alors, Gabriel, vous vous en doutez, on va parler un petit peu idées et philosophie avec vous, notamment pour commencer. Le discours écologique qu'on entend, c'est un discours de perte. On perd de la biodiversité. C'est un discours de sacrifice aussi, d'efforts à faire. Est-ce que c'est un discours qui est audible? Et est-ce que c'est un discours qui, aujourd'hui, encourage à l'innovation, qui motive ou finalement pas tellement? Oui, alors effectivement, c'est vrai que tout le discours ambiant et en tout cas le champ lexical qui est utilisé pour parler des sujets écologiques sont effectivement toujours autour de la question de la perte. En tout cas, il faudra faire moins, consommer moins, voyager moins, tout est autour du moins. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en termes d'imaginaire de créer quelque chose qui réenchante un peu la vie. Et en plus, c'est assez compliqué parce que l'être humain a fondamentalement un vrai problème avec la perte. C'est assez amusant, il y a des études en sciences cognitives qui ont été réalisées qui montrent qu'on est beaucoup plus sensible à la perte qu'au gain. Et donc, ils ont fait une expérience. Si, par exemple, vous vous promenez dans la rue et que vous perdez en marchant un billet de 10 €, mais si le même jour, vous avez, je sais pas, une prime de 300 €, mais en fait, vous n'allez pas arrêter de penser à la perte de ce billet de 10 €. Voilà, c'est une espèce de truc d'obsession. Et finalement, on est extrêmement sensible à la question de la perte. Donc, c'est compliqué parce que quand on parle de sobriété, de fin de l'abondance, c'est sûr que l'être humain a effectivement du mal par rapport à ça. Et donc, ça peut conduire à un sentiment d'impuissance. Et justement, j'aimerais revenir sur l'être humain. Il y a plein de philosophes qui se sont interrogés sur ce qu'est la différence entre un être humain et les autres animaux. Alors bon, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf qu'on s'est rendu compte que d'autres animaux faisaient aussi de la politique. Et je trouve que c'est intéressant parce que Saint-Augustin, lui, a dit l'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est celui qui est chargé d'apporter de l'initiative, du commencement. C'est celui qui est chargé de créer des choses. Voilà, c'est l'animal qui a la responsabilité de la création. Donc je trouve que dans toute cette question sur penser l'écologie, penser la transition énergétique, je pense que ce besoin fondamentalement humain de créer quelque chose va pouvoir être mobilisé. On parle d'innovation écologique, donc on est vraiment en plein dans un sujet finalement fondamentalement humain. Alors j'aimerais beaucoup savoir quels sont les animaux qui ont une conscience politique, mais néanmoins, je vais m'en tenir à notre thème. Catherine Ricou, il y a une montée de la conscience écologique, donc ça, on peut s'en réjouir. Néanmoins, entre la prise de conscience, et finalement, c'est un peu philosophique ma question aussi, entre la prise de conscience et le passage à l'acte, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'innovation écologique et que finalement, cette prise de conscience donne lieu à des nouvelles solutions? Alors, je ne pourrais pas répondre pour les animaux et leur conscience écologique, mais en tout cas, pour nous, les humains, aujourd'hui, il y a clairement une prise de conscience écologique. Je pense que ça, c'est assez universel. Qui d'ailleurs, et Gabriel parlait de perte, qui est assez éco-anxieuse. C'est un mot qui est apparu d'ailleurs assez récemment, l'éco-anxiété. Donc oui, il y a vraiment une conscience aujourd'hui que nos actions ont des impacts en fait sur l'environnement et sur la biodiversité, et sur tous les sujets qu'on connaît sur la transformation écologique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout, par contre, de consensus sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire l'impact effectivement de nos actions sur justement la biodiversité, sur l'environnement et sur tous ces sujets-là. Pourtant, alors toutes les propositions existent. Il y a le Shift Project, il y a le GIEC, les COP. Donc aujourd'hui, on a tout sur la table. Mais notre vrai sujet, c'est de ne pas savoir répondre à la question de est-ce que
toutes ces solutions seront acceptables d'un point de vue social, économique, culturel. Et je pense qu'on est face en fait à cette contradiction. Veolia a lancé quelque chose moi, que j'ai trouvé très intéressant avec notre partenaire Elab, c'est le baromètre de la transformation écologique, qui a été lancé sur 5 continents. 25 000 personnes en fait, ont été interrogées pour rendre un peu plus concret en fait, ce débat des solutions et essayer de comprendre finalement quels sont les freins, quels sont les enjeux culturels, économiques et sociétaux de leur implémentation pour vraiment créer le changement. Donc il y a tout un tas de réponses et je ne pourrais pas donner là tous les résultats, mais parmi les résultats que moi j'ai trouvé très intéressants, il y a notamment le fait que plus de 67% des personnes qui ont été interrogées considèrent que le coût en fait, du changement climatique sera plus important que les investissements à faire sur les solutions à mettre en œuvre. Donc ça, pour moi, ça milite déjà pour l'action. Je crois que vraiment, il y a conscience effectivement qu'il faut implémenter des actions. Et parmi les autres chiffres, effectivement, qu'on peut citer pour cette prise de conscience, justement, on a notamment 55% des personnes qui considèrent que oui, il faut qu'on vive tous avec plus de sobriété. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est compris, mais aussi que oui, il faut plus de solutions pour accompagner en fait cette transformation. Donc tout ça, en fait, ce baromètre montre aussi, en plus de cette prise de conscience, le chemin de l'acceptation. L'enjeu c'est effectivement comment est-ce qu'on accepte ces innovations écologiques, et dans le chemin de l'acceptation, ce que moi j'ai trouvé très intéressant pour nous les équipes innovation, en tout cas de Veolia, pour l'acceptation des innovations, c'est que le premier sujet, c'est finalement garantir, notamment sur les nouvelles innovations, qu'elles auront un gain sur le volet sanitaire, qu'elles ne présentent pas de risque. Donc il y a effectivement besoin de rassurer sur ce sujet-là. Un autre enjeu, c'est de montrer qu'elles sont utiles. Donc c'est d'apporter la démonstration qu'elles vont impacter positivement l'environnement, moins de CO2, moins d'énergie. Donc il faut qu'on démontre. Et puis après, il y a un autre facteur qui est vraiment le collectif. Est-ce que collectivement, ça apporte aussi une justice environnementale? Est-ce que ça contribue pour la société? Donc tous ces éléments, ils sont très forts dans ce baromètre. Donc ils montrent bien qu'on doit encore beaucoup travailler, non seulement à trouver des innovations technologiques, mais à les faire accepter et à les implémenter effectivement globalement. Alors on doit encore beaucoup travailler, il y a un chemin de l'innovation, mais finalement, où est-ce qu'il doit nous mener, ce chemin? Vers quel type de société ou de planète est-ce qu'on a envie de vivre? Ou est-ce qu'il faudrait vivre? Est-ce qu'il y a un âge d'or dans le rapport entre l'homme et la nature qu'il faudrait retrouver? Alors, je dirais que si on analyse un peu le rapport de l'être humain avec la nature, on pourrait dire qu'il y a différents temps effectivement qui semblent apparaître. Un premier temps, effectivement, au tout début de l'humanité, où l'idée, c'était l'être humain avait tout simplement besoin de mieux comprendre la nature qui l'entoure, les phénomènes naturels, voilà, c'est comprendre le monde. Bon. On peut dire que là, on est dans un moment d'humanisme, où l'être humain n'est pas au-dessus, en dessous, voilà, non, il veut juste comprendre le monde et les phénomènes naturels. Bon. Après, effectivement, il y a une forme un peu de petite déviance ou de dénaturation, où là on arrive effectivement davantage à l'époque moderne, c'est René Descartes et tous les autres, où là l'idée c'est que l'être humain ne se contente plus de vouloir expliquer et comprendre le monde qui l'entoure, il veut maîtriser, dominer la nature. Donc là pour le coup c'est plus l'être humain qui est parmi les autres animaux ou les végétaux, c'est l'être humain qui est au-dessus et qui veut maîtriser et dominer. C'est cette fameuse phrase de René Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Bon, donc là effectivement, on n'est plus dans l'humanisme, on est dans l'anthropocentrisme. Bon, l'être humain au centre du monde. Et en fait, malheureusement, on a encore dévié, c'est encore un peu dénaturé. Et on arrive aujourd'hui où là, pour le coup, ça n'est plus l'anthropocentrisme, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que l'être humain ne cherche plus seulement à expliquer la nature, il ne cherche plus seulement à maîtriser, dominer la nature, mais il cherche clairement en fait, à la supprimer pour la recréer autrement. Alors on voit des réalités alternatives qui vont apparaître, on voit, en fait dans une idée un peu de destruction créatrice qui est absolument terrible. C'est pour ça que pour moi la question écologique, c'est d'abord une vraie question philosophique. Quel rapport est-ce qu'on a à la nature? Quelle relation on veut construire avec la nature? Donc je pense que tout le sujet, avant toutes les solutions à mettre en œuvre, c'est d'abord comment est-ce que l'on pense autrement notre relation à la nature et comment est-ce qu'on va se réconcilier avec elle. Voilà. Donc voilà, c'est les différents éléments que je pourrais déceler, en tout cas dans l'histoire des idées. Donc pas d'âge d'or en particulier à essayer de recréer en tout cas? Non, mais en tout cas, quelque chose qui serait beaucoup plus apaisé, parce qu'on ne peut pas être dans un rapport polémique avec la nature. Le sujet, c'est pas être au-dessus, en dessous ou à côté. Enfin, voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on pense la nature et comment est-ce qu'on va vivre en harmonie avec elle. Et pour le coup, on n'y est pas encore.
Et on va essayer de rentrer un peu dans le concret maintenant de ce que ça signifie innover, qui est un terme évidemment assez large et utilisé parfois à tort et à travers. Innover en faveur de l'écologie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aussi, est-ce que ça rime avec innovation technologique forcément, Catherine? Non, alors, nous, chez Veolia, effectivement, on fait l'innovation technologique, mais pas que. Non, moi, je pense que la technologie ne pourra pas tout. Et je le dis alors que je suis quand même dans une entreprise qui vend aussi beaucoup de technologie. Donc, je pense que la technologie ne pourra pas tout. Je pense qu'elle est nécessaire. Mais moi, j'ai un exemple très concret, parce qu'effectivement, pour démontrer ça, on se rend compte, nous, sur la question du stress hydrique. En fait, aujourd'hui, donc en France, et en fait, au mois de février, là, on a quand même déjà des camions dans le Puy-de-Dôme qui vont approvisionner des villages qui n'ont pas assez d'eau. Donc on est au mois de février, c'est quand même assez ahurissant. Donc on a un enjeu sur le stress hydrique. Et nous, on se rend compte que sur la réutilisation des eaux, et ça aussi c'est un sujet effectivement que le baromètre a mis en évidence, sur la réutilisation des eaux, en France, on a 1% d'eau qui est réutilisée. Donc la réutilisation des eaux, c'est quand on a une station de traitement d'eau usée, on peut prendre le rejet de cette eau-là, la traiter, en faire une eau qui de nouveau est réutilisable effectivement pour faire potentiellement de l'eau potable dans certains pays là où la réglementation existe, ou alors de l'eau par exemple d'irrigation ou pour tout un tas d'usages. On se rend compte qu'en France les technologies existent, donc on a effectivement ces technologies, mais il y a uniquement 1% des eaux qui sont réutilisées en France, donc on voit bien que l'enjeu là il n'est pas technologique puisque ça existe, mais là on arrive sur des terrains de gouvernance, d'acceptabilité, même réglementaire. Et très clairement, la gouvernance, par exemple, sur cette question du stress hydrique, c'est de se dire finalement, on a une vraie compétition des usages. Alors effectivement, il faut se réconcilier avec la nature, je suis d'accord, et tout le monde en a besoin. Et donc là, on parle d'usage pour l'agriculture, on parle d'usage industriel, on parle d'usage pour nettoyer les voiries, on parle d'usage pour de l'activité. Donc les usages sont multiples. Et quelle est la gouvernance en fait à mettre en place pour ces usages? C'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui n'implique pas uniquement une entreprise privée, mais qui nécessite vraiment un collectif. Et donc moi, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, en fait, moi j'arrive de 6 ans aux États-Unis, et donc moi je suis fascinée par les paysages américains, par la nature pour le coup, et en l'occurrence le Colorado est une rivière qui est une rivière très très longue qui traverse une grande partie des États-Unis, et donc il y avait un journaliste du National Geographic qui avait fait tout un circuit en partant de la source et en arrivant jusqu'à l'estuaire. Et on se rendit compte que les usages étaient tellement pas gérés sur le Colorado. Le Colorado aujourd'hui s'arrête presque à mi-parcours et il n'y a plus d'eau avant d'arriver au Mexique en fait. Donc on voit bien que là on a beau avoir toutes les solutions technologiques, tant qu'on n'a pas mis en place une gouvernance, on a un vrai sujet pour implémenter ces solutions. Et une fois qu'on a mis en place une gouvernance, la deuxième question qui se pose, c'est l'acceptabilité. Et le baromètre de la transformation écologique montre que finalement il y a peut-être que 44% des personnes qui sont prêtes à boire de l'eau potable qui viendrait du recyclage en fait d'eau usée, mais qu'en fait ce chiffre monte à 70% une fois qu'on a expliqué la question de la qualité, une fois qu'on montre que ça a le même goût, une fois qu'on montre que c'est bien de l'eau potable, la garantie sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a toute une acceptabilité à mettre en place. Et puis effectivement ensuite le troisième sujet, ce sera le verrou réglementaire. On voit bien, et en France mais pas uniquement, qu'une fois qu'on a passé ces 3 obstacles, il reste encore le sujet réglementaire pour que toutes les agences de santé soient alignées en fait, sur l'objectif. Donc on voit bien qu'en fait la technologie ne peut pas tout. Il faut de la gouvernance. Et puis après, bien évidemment, il y a toutes les solutions qui sont moins technologiques, qui apportent aussi beaucoup de valeur à la réconciliation avec la nature. Nous, on développe énormément de choses sur les solutions fondées sur la nature, avec beaucoup moins de technologie. Mais encore une fois, tout ça, ça nécessite beaucoup de gouvernance. Donc acceptabilité, gouvernance, réglementation, voilà 3 premières pistes pour favoriser l'innovation technologique. Gabriel, vous de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait pour encourager cette innovation écologique ? Oui, effectivement, comme le dit très justement Catherine, pour moi, le véritable enjeu, en tout cas l'un des véritables enjeux, c'est effectivement la question de la gouvernance partagée. Alors c'est toujours amusant parce que quand on parle de gouvernance partagée, la plupart des gens se disent « Ah oui, mais alors c'est une perte de temps, s'il faut mettre tout le monde autour de la table, ça va être absolument terrible. » Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, le temps que l'on n'a pas perdu en amont, on va le perdre en aval, faute d'avoir su effectivement réunir toutes les bonnes parties prenantes. Donc en fait, la question, c'est, le temps, et c'est peut-être plus intelligent de le mettre en amont et de le perdre en amont, pour pouvoir effectivement résoudre a priori un certain nombre de sujets. Pour le coup, on est vraiment au cœur de mes travaux de recherche. Je travaille sur la question de l'hybridation. C'est comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des métiers, des compétences, des personnes, des générations, des secteurs, des mondes qui semblent n'avoir absolument rien à voir ensemble,
ou étant a priori contradictoires, mais qui justement mis ensemble vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors un tiers lieu, un tiers matériau, une tierce gouvernance, et donc on est vraiment au cœur du sujet. Le problème, c'est que, alors il y a peut-être quelque chose de très franco-français, mais en fait c'est peut-être éminemment humain. On aime bien ranger les choses dans des cases, et donc il y a les artistes, il y a les start-upers, il y a les agriculteurs, il y a les grands groupes, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées. Bon. On découpe la société en morceaux et en fait on crée des frontières entre les générations, entre les secteurs, entre les mondes et donc on crée des fractures. Voilà. Et donc toute la question va être comment est-ce qu'on pense le monde autrement et comment est-ce qu'on pense l'action collective autrement. Je donne un exemple très concret que je trouve en tout cas une belle réussite. Il y a un artiste plasticien qui s'appelle Jérémy Gobet qui a travaillé, dont le concept s'appelle donc Corail Artefact. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il s'est dit, par exemple, sur la question de la préservation et de la régénération du corail, il a mis autour de la table différents mondes. L'art, la science, la recherche, l'entreprise, effectivement des collectivités publiques, des écoles. Et donc, c'est en réunissant ces mondes qu'il est arrivé à proposer des solutions très intéressantes. Par exemple, étant un artiste plasticien, c'est passionnant, il a travaillé sur un concept de dentelle. Donc en plus il y a tout l'univers de la dentelle qui est intéressant. Donc il a construit une dentelle qui permet de servir de tuteur sur le corail et donc de régénérer le corail. Donc déjà c'est intéressant cette hybridation de matériaux. Et puis finalement on a des artistes derrière cette dentelle. On a aussi effectivement des dentelières. Enfin voilà, donc c'est différents savoir-faire qui sont réunis. Et puis il y avait une de ses œuvres d'art à la gare Saint-Lazare. Justement qui prouvait, c'était une sorte de preuve de concept où en fait donc il avait proposé donc cette dentelle qui avait été trempée dans un procédé actif spécifique qui permettait de capter tout ce qui était polluant dans l'air, de capter et de détruire les éléments polluants de l'air. Et donc ça c'est génial parce qu'en fait on voit qu'un artiste peut apporter une solution pour peu qu'ils se travaillent autour de la table avec des chercheurs, des entreprises, des investisseurs, mais aussi la puissance publique, et que tout ce monde-là va créer quelque chose, en plus qui est, en termes d'imaginaire, c'est génial, de se dire finalement que la dentelle, qui est une espèce de vieil art ou de vieux savoir-faire, peut finalement être une solution dans la question de la dépollution ou dans la question de la régénération du corail. Voilà. Donc tout le sujet, c'est justement cette hybridation de savoir-faire, de monde, de procédés, de différentes entreprises, de différents secteurs, pour pouvoir construire des solutions nouvelles. Alors justement, vous citiez parmi les cases qu'on aime bien faire en France les grands groupes. Veolia, grand groupe par excellence. Est-ce qu'on peut hybrider chez Veolia? Comment est-ce que vous faites pour faire de l'hybridation? Est-ce qu'il y en a? En tout cas, comment est-ce que vous faites pour faire émerger des solutions nouvelles et surtout pour les implémenter et les déployer sur le terrain? Parce que l'innovation, c'est formidable. Maintenant, si ce n'est pas appliqué, ça ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, j'adore l'hybridation. Je savais qu'en faisant une table ronde avec une philosophe, j'allais sortir de ma zone de confort. Mais je trouve ça passionnant, l'hybridation. Moi, j'ai pas fait philosophie, mais biologie. Et ceci dit, nous, l'hybridation, c'était le croisement de deux plantes en botanique et le croisement fécond qui apportait effectivement une troisième plante. Non, nous, alors l'hybridation, alors je vais essayer de transposer ça sur notre monde. Je vais voir si j'y arrive, Gabriel, il faudra me dire. Mais nous, l'hybridation, alors la première hybridation, ceci dit, moi, qui me vient à l'esprit quand même. Alors moi j'arrive effectivement de Suez. Ça vous a pas échappé que Veolia a intégré Suez il n'y a pas très longtemps. Et finalement, la première hybridation, c'est quand même une entreprise qui faisait de l'eau, de l'énergie, des déchets, qui a intégré 40 000 collaborateurs il n'y a pas si longtemps. Et ben mine de rien, c'est quand même une forme d'hybridation parce que ça permet d'enrichir aussi tout l'écosystème innovant et la capacité de créer des nouvelles choses. Donc pour moi, c'est la première hybridation. Et alors nous, ce qu'on fait pour essayer justement d'être plus créatif, alors on n'est pas forcément des artistes, mais d'être plus créatif, c'est d'abord, moi j'essaye de mettre en place effectivement ce que j'appelle les hubs innovation chez Veolia. Parce que finalement, on est 220 000. Moi, je suis au siège, je m'occupe de l'innovation et j'ai toujours été convaincue qu'on n'innove pas du siège. Et j'en reste convaincue. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille avec nos géographies qui sont plus près des marchés. On est dans 45 pays. 45 pays qui connaissent leur marché, qui connaissent leurs écosystèmes externes. Et si déjà on arrive à mettre ça en résonance, en fait, on a une vraie capacité, d'hybridation. Et puis après, le deuxième cercle, effectivement, c'est tout ce que j'appelle l'open innovation. Alors, ça peut paraître tarte à la crème, mais la capacité à travailler avec les externes. Et effectivement, il y a
sans doute les caricatures des grosses boîtes, des startups, comment on arrive à travailler ensemble. Moi j'ai un exemple qui est assez emblématique, sans doute d'hybridation, en fait, Gabriel, qui est, nous, quand on a un opérateur très opérationnel qui gère une station de traitement des eaux usées, son enjeu, sa responsabilité, c'est finalement de dépolluer l'eau. Et il a une vision très holistique, en fait, sur son usine. Il en a la responsabilité, donc c'est vraiment son quotidien. Et donc nous, on lui amène parfois des startups, des petites boîtes qui sont très axées sur un problème à résoudre et une solution pour résoudre ce problème. Et donc on arrive, effectivement, ça fait 15 ans qu'il gère son usine, il la connaît par cœur, et on lui dit voilà, il y a une boîte noire, c'est de l'IoT, il y a de l'intelligence artificielle, ça va permettre de réduire 20% la consommation énergétique sur ton bassin à cet endroit-là, mais tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans parce qu'il y a de l'IP, il y a tout un tas de choses. Il faut qu'on arrive à créer la relation de confiance pour que cette personne qui a la responsabilité de son usine, qui ne sait pas l'effet que fera cette innovation à cet endroit-là, faut qu'il accepte de travailler effectivement en collaboration. Et donc dans toutes les patterns, dans les tendances en fait de réussite ou d'échec en fait de cette hybridation, on a détecté, ce qu'on met en place, c'est notamment de se dire, ces deux personnes-là ne peuvent pas travailler toutes seules ensemble. Il faut qu'il y en ait un troisième, qui sera le chef de projet, qui va effectivement essayer de comprendre les risques à droite à gauche et les amener à délivrer en fait une solution qui les transforme et qui va nous permettre effectivement de proposer une innovation. Et ça, c'est clé. Et après, il y a une chose qu'on ne savait pas forcément très bien faire, qu'on est en train d'apprendre. C'est vraiment, on a toujours, je dois reconnaître, tous, regardé les startups. On les a dévisagés, on fait des due diligence, on essaye de tout comprendre, on essaye de dire qu'est-ce qu'ils vont m'apporter. Et de plus en plus, on essaye de dire, mais moi finalement, nous Veolia, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Pourquoi on les intéresse? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Est-ce qu'on a envie de délivrer ce qu'ils attendent de nous? Est-ce qu'il n'y a pas de malentendu dès le départ? Donc ça, on travaille vraiment au questionnement de pourquoi on travaille avec effectivement ces entreprises-là. Et en fait, tous ces enseignements, on est en train de les encapsuler dans ce qu'on appelle, nous, la Innovation School, qui est effectivement une école de l'innovation dans laquelle on veut vraiment faire ce croisement des compétences, ces hybridations entre les différents rôles de l'entreprise. Il faut que ça parte d'en haut. Et effectivement, c'est à la fois éduquer, enlever nos biais, et puis aussi former toutes les personnes à la culture de l'innovation, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est intéressant ce que vous disiez, là vous parliez de troisième personne, alors peut-être que vous elle est en interne, chef de projet, mais bon, pour réunir la grande entreprise ou le chef d'usine et la start-up, parce que Gabriel, vous avez été un peu cette troisième personne finalement, vous avez travaillé dans un incubateur, vous avez travaillé en relation avec des grands groupes, avec des start-up, vous étiez la troisième personne. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais réagir par rapport, je vais répondre à votre question, mais en tout cas, par rapport à ce que disait Catherine, en fait, ça me fait tout de suite penser à une anecdote. J'ai écrit il y a quelques mois un livre avec l'ancien chef des cuisines de l'Élysée, Guillaume Gomez, justement sur cette question de l'hybridation. Donc lui, il avait son regard de chef cuisinier, regard de philosophe. Et en fait, c'est génial parce que sur l'hybridation, il prend la recette de la mayonnaise. En disant finalement, dans la mayonnaise, il y a deux ingrédients qui se détestent et qui ne devraient jamais se rencontrer. C'est l'huile et le vinaigre. Il dit justement, pour que la rencontre ait lieu, pour que l'émulsion soit stable, il faut un tiers qui est le jaune d'œuf. Bon. Et donc voilà, je pense que tout est dans le jaune d'œuf, et donc finalement ça va être un vrai sujet, justement, c'est ce rôle de jaune d'œuf qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'il y ait effectivement une véritable hybridation. Je vais dire ça à mes chefs de projet. Voilà, soyez des jaunes d'œufs. Est-ce que vous êtes le jaune d'œuf, Gabriel, entre les startups et les grosses boîtes? Au-delà de ça, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour que ça marche, pour que les mondes puissent se rencontrer, en fait, il faut effectivement une tierce figure. Mais pour le coup, moi, j'ai appelé ça cette figure du centaure, donc une figure hybride. J'ai pris le centaure, donc mi-homme, mi-cheval, figure hybride par excellence. Parce que ce que je trouve intéressant dans le centaure, c'est que c'est quelqu'un qui a un pied dans plusieurs mondes. Et donc, lors de réunions, quand on a différents métiers, différentes cultures, différentes identités professionnelles, le centaure, c'est celui qui va qui va servir de traducteur, de métisseur entre les mondes, entre les métiers, entre les fonctions. Et effectivement, on sait bien souvent qu'un directeur financier, un directeur commercial, un directeur juridique, un directeur commercial, parfois c'est compliqué. Ou un directeur financier, un DRH, c'est compliqué. Et donc finalement, un centaure, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement un pied dans plusieurs mondes, c'est-à-dire qu'il connaît ces deux mondes, va permettre de pouvoir, encore une fois, servir de traducteur entre le monde juridique du directeur juridique et le monde commercial du directeur commercial. Donc c'est effectivement cette question de tierce figure dont on a de plus en plus besoin.
qui malheureusement sont souvent assez mal vus par les recruteurs, parce que ça rentre pas dans les cases, ils ont des profils un peu hybrides. Et je pense qu'au contraire, ces personnes un peu hybrides sont des trésors dans les organisations, puisqu'ils vont permettre encore une fois de construire des ponts entre les mondes. Et effectivement, dans mes différentes activités professionnelles, donc j'ai travaillé 4 ans dans différents cabinets ministériels, où là c'était comment est-ce qu'on fait travailler des chercheurs avec l'administration pour pouvoir voir comment se nourrir des travaux des chercheurs pour pouvoir repenser les politiques publiques. Donc là, quand on a autour de la table des chercheurs qui sont dans un temps hyper long, et puis le politique qui lui est dans un temps hyper court, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir réconcilier les temporalités Et de la même manière, quand après, effectivement, j'ai co-dirigé un incubateur de start-up, et donc j'ai assisté à des réunions qui étaient mythiques, ou absurde ou terrible, ça dépend comment on conçoit les choses, entre effectivement des grands groupes qui, eux, pour le coup, ont un rapport au temps, on peut se permettre d'avoir quelques délais, et des jeunes start-upers qui, eux, au contraire, un contrat, un truc, c'est dans le mois que les choses vont se jouer. On parle pas du tout les mêmes langues. Et en tout cas, une des réponses, c'est que dans la relation partenariale, et donc là, si on parle plus précisément d'Open Innovation, dans la relation partenariale, en fait, il faut tout repenser. C'est-à-dire que c'est plus le grand groupe qui, à l'égard de la start-up, va en gros sortir l'énième contrat type de prestation de service ou de sous-traitant. Ça marche plus. C'est pas possible. Si on veut repenser les relations justement entre un grand groupe et une jeune start-up et faire en sorte que ce soit mutuellement enrichissant, pour le coup, il va falloir faire preuve de créativité juridique. Donc là, l'innovation, elle pèse sur les épaules du directeur juridique dans sa capacité à complètement repenser la relation, y compris en allant sur des grands tabous comme, par exemple, des principes de copropriété intellectuelle de solutions. Alors, tous les juristes vont hurler en entendant ça. Oui, mais la copropriété intellectuelle, ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, ça va permettre de repenser autrement les relations entre les différentes parties prenantes. La meilleure définition de l'hybridation, pour moi, c'est la métamorphose réciproque. Voilà. On sait quand vous avez pris un café avec quelqu'un, quand vous avez déjeuné avec quelqu'un, quand vous avez fait un séminaire d'entreprise, quand vous avez fait un projet professionnel pendant 3 mois, si vous sortez de ces moments en étant exactement le même qu'au moment d'entrée, c'est que la rencontre n'a pas eu lieu. Donc la question, c'est que quand un grand groupe rencontre une start-up, est-ce qu'il va y avoir une métamorphose réciproque ? Est-ce que la start-up, justement, va pouvoir apprendre de cette expérience et est-ce que le grand groupe va pouvoir également apprendre et s'il y a une métamorphose réciproque, c'est que ça valait le coup. Si à la fin, c'est pour que, en gros, chacun reparte de là où il était venu, honnêtement, c'était une perte de temps. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ça comme logiciel, en fait, à transformer. Et temps court, temps long, c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'on sait aussi quand on parle avec des startups qu'il y a tout l'enjeu de l'investissement qui est très important. Et on voit aujourd'hui les fonds, les attentes de retour sur investissement sont parfois confrontées, notamment pour tout ce qui est environnement et écologie, à des temps longs versus des attentes de retour sur investissement beaucoup plus courtes. Donc on aurait pu avoir aussi un financier parmi nous qui nous aurait éclairé là-dessus. En attendant, sans financier, on va revenir à l'écologie. Catherine, vous disiez que vous avez vécu aux États-Unis, Veolia est implanté dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes prometteuses d'innovation ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues sur le terrain qui vous semblent incroyables ? Faites-nous un peu rêver ou avoir un peu d'optimisme aujourd'hui en matière d'innovation écologique. Alors, ceci dit, sur l'innovation, moi je rêve tous les jours, parce que l'innovation écologique, c'est très fertile. Et puis parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc en fait, effectivement, le champ des possibles est très vaste. Après, il faut prioriser. Mais c'est surtout aussi très fertile parce que on a de plus en plus des injonctions très contradictoires en fait sur l'innovation dans l'écologie. On nous demande de pousser toujours plus loin des traitements et donc il faut plus d'énergie. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire mieux avec moins ? Il y a toutes ces questions qui se posent à chaque fois qu'on travaille sur les innovations. Donc en fait, ce qui est très prometteur, alors je pourrais vous sortir tout le portefeuille innovation en cours, mais je pense que surtout ce qui est très prometteur pour le futur, ou en tout cas là où on doit aller, pour moi c'est plutôt sur des changements de modèle. Au-delà de toutes les technologies, on travaille beaucoup sur des sujets technologiques, mais c'est vraiment sur tout ce qui est changement de modèle. Et je voudrais juste citer, parce que la semaine dernière j'ai eu un électrochoc en fait, de clairvoyance, peut-être une hybridation
réussi. En fait, on est partenaire en fait Veolia à l'école des ingénieurs de la ville de Paris d'un créathon en fait chaque année. Alors moi je trouve ça génial parce qu'on est avec des jeunes de 20 ans qui démarrent le lundi pour être entrepreneurs et qui nous pitchent le vendredi une idée. Donc tout ce process, ça fait appel à beaucoup de personnes d'ailleurs chez Veolia qui vont avoir un rôle soit justement de financier, de juriste, de coach et qui leur envoient en fait du feedback. Et en fait, si je raconte ça, c'est qu'en fait les jeunes, ils nous ont confrontés à une question, et même si on est en train de l'intégrer, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et puis qu'un jeune de 20 ans nous dit ça, moi, ça m'a encore plus éclairé. C'est qu'ils ont dit finalement, Veolia, votre métier, c'est plus de traiter de l'eau, de produire l'énergie, gérer les déchets. Votre métier, c'est la sobriété. Et en fait, quand il nous renvoie ça, en fait, il nous dit bon, vous n'avez plus une obligation de moyens là, mais vous avez vraiment une obligation de résultats. Et en fait, il nous a aussi dit, mais finalement, vous vendez du mètre cube, mais vous allez avoir un problème bientôt, parce que c'est plus ça les modèles, en fait, c'est plus la sobriété. Et en fait, c'est toujours plus facile en fait d'avoir du chiffre, de citer effectivement des mètres cubes, de gaz, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, on est en train de changer de modèle, et j'ai trouvé ça très mature et très intéressant qu'en fait ils nous questionnent en fait là-dessus parce qu'en fait pour eux c'est un vrai enjeu et c'est vrai que notre métier ça doit être la sobriété, donc moi je trouve que c'est une très belle mission pour l'innovation. Et en fait c'est vrai que sur les sujets innovation, alors les innovations qui sont prometteuses pour le futur, c'est surtout celles qui vont permettre de complètement décarboner nos assets, les assets de nos clients. Donc en fait nous on regarde maintenant les innovations non plus sur un angle de performance purement écologique au sens les niveaux de traitement qu'elles permettent de délivrer, mais vraiment est-ce qu'elles le font sans émettre du carbone, en réduisant la facture énergétique. Donc on a démultiplié les critères d'évaluation en fait et de go-no-go au long du process innovation de tous nos sujets. Et donc j'ai trouvé ça très fort en fait que cette promo de l'école des ingénieurs de la ville de Paris nous renvoie ça, parce qu'ils ont compris très tôt ce changement de modèle. Et nous, dans les exemples qu'on essaye de mettre en place, c'est pas un sujet facile en fait. Moi, on n'est pas du tout en train de prétendre qu'on est en train de transformer tous ces modèles-là. On essaye, on a pas mal d'expérimentation. On a une expérience en fait au Chili de ce qu'on appelle une biofactory. Et effectivement, où contractuellement, donc là, on a mis beaucoup de temps à essayer de trouver un modèle contractuel et je pense qu'il n'est pas encore parfait. Donc je vois très très bien de quoi Gabrielle parle quand elle parle des discussions avec les juristes. C'est que finalement, on vend plus du mètre cube d'eau traitée, et on vend plus du mètre cube de biogaz, qui sont tout ce qui sort de notre usine, mais on vend la capacité qu'a le client de l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, dans le biogaz, il y a un pourcentage de méthane utilisable pour l'énergie. Si on n'arrive pas à produire ça à 65%, en fait, on va gagner moins. Donc en fait, on est en train d'essayer de transformer vraiment le volume à la valeur. Donc ça paraît une banalité de le dire parce que tout le monde sait qu'il faut transformer le volume à la valeur pour faire la sobriété, mais le mettre en place, c'est quand même une autre paire de manches. Et donc sur ces bio-factories, c'est de dire on ne traite plus l'eau usée pour traiter l'eau usée, mais on a une centrale de production de sous-produits de valeur. Donc on cherche à faire des fertilisants parce qu'on a besoin du retour de matières organiques et fertilisants au sol. On traite de l'eau recyclée parce qu'on en a besoin pour l'irrigation. On produit de l'énergie, mais un bon niveau d'énergie avec du biogaz. On produit de l'urée parce qu'on en a aussi besoin pour... Donc on est en train de regarder finalement quels sont tous les sous-produits qui vont générer de la valeur en fait pour d'autres, enfin qui vont être une matière première pour les autres. Donc on est en train d'essayer de faire pivoter différents modèles, mais c'est un long travail. Mais je pense qu'en fait ce qui a de l'avenir demain, ça sera vraiment d'aller vers ces modèles-là. Vous avez commencé à parler un petit peu de mesurer différemment, et c'est un peu le point que je voulais aborder maintenant pour terminer un peu ce débat, qui est celui de l'efficacité en fait, parce que comment sait-on qu'une innovation est efficace? Comment mesurer cette efficacité? Et j'aimerais bien avoir vos regards aussi bien assez concrets finalement de la part d'une entreprise que peut-être un peu plus intellectuel ou philosophique de votre point de vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'efficacité, on en parle d'autant plus qu'on est en plein dans des questionnements autour de la mesure. Alors la question se pose beaucoup en finance, néanmoins ça contraint aussi les entreprises à mesurer leur impact, leurs efforts, leurs effets. Comment mesurez-vous votre innovation écologique, et est-ce qu'il y a à nouveau des pistes qui vous semblent prometteuses ou des choses que vous aimeriez voir mises en place? Je commence, Gabrielle, ou tu veux? Alors, une innovation efficace, alors on pourrait dire de manière un peu simpliste qu'elle est efficace parce qu'elle trouve son marché, parce que voilà. En fait, c'est vrai que vous êtes une entreprise, la question se pose aussi. Voilà, donc oui, elle sera efficace si elle trouve son marché, mais pour nous, dans la durée, elle sera surtout efficace si elle trouve son sens écologique. En fait, ce que je veux dire par là, parce que c'est un peu... Alors, je ne suis pas philosophe, donc ça peut paraître un peu bateau de dire ça, son sens écologique, mais en fait, nous, dans la durée, nos innovations...
si elles ne s'inscrivent pas dans les trajectoires net zéro de nos clients, elles n'auront pas d'avenir en fait. Tous nos clients sont en train de prendre des engagements sur le net zéro, nous aussi. Mais on est tous le client de quelqu'un et en fait nous toutes nos innovations il faut qu'elles servent en fait les intérêts finalement écologiques net zéro de nos clients. Il y a de plus en plus de réglementations qui vont imposer des taxes sur la question du CO2, sur différents assets en fait nous qu'on possède. Donc on doit gérer aussi tout ce sujet là, donc vraiment intégrer la question du carbone en fait comme un des pivots en fait de nos innovations et des innovations efficaces. Donc nous c'est notre clé, si je dois en retenir qu'une en fait, c'est vraiment des innovations efficaces parce qu'elles arrivent à conduire les trajectoires net zéro de nos clients et qu'elles les accompagnent. Oui, on en revient sur la finance. Alors, j'ai un prisme, c'est vrai que je suis plutôt journaliste financier, mais c'est vrai qu'on en revient aussi à la question de la mesure, de la finance, de qui accepte de financer quoi aujourd'hui et comment est-ce qu'on le mesure. Donc, et de la réglementation que vous citiez un peu plus tôt dans cette discussion. Gabriel, à votre... Oui, mais alors, du coup, avant de répondre à la question, c'est intéressant sur l'aspect financier parce que justement, en fait, pour le coup, je pense que les juristes, les directeurs juridiques, les directeurs financiers, les comptables, voilà, toutes ces figures finalement de l'ombre, un peu pour moi, vont jouer un rôle mais fondamental dans la question de l'innovation, en particulier dans la question écologique. Pour le coup, c'est toute la question des bilans, comment est-ce qu'on repense l'actif, le passif, comment est-ce qu'un directeur financier apprend à devenir un directeur extra-financier. Pour le coup, comment est-ce qu'un directeur financier va s'hybrider avec un directeur de la RSE. C'est toutes ces questions-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'innovation ne doit surtout pas reposer sur les épaules de quelques-uns au sein d'une entreprise. Au contraire, c'est comment est-ce que ça devient la responsabilité de tous, y compris ceux qui se sentaient un peu à l'abri. Bon, le directeur juridique, j'ai rien contre les juristes, hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une responsabilité individuelle et collective. Donc ça, voilà. Donc, du coup, c'est pas anodin que le financier revienne à la charge. En tout cas, sur la question de l'innovation, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Catherine, c'est qu'en fait, c'est toute la réflexion sur comment est-ce que l'on repense les critères d'évaluation d'une innovation. Et finalement, toute la question est là. Et donc, finalement, comment est-ce que on repense la valeur d'une innovation ? Donc là, pour le coup, la balle est aussi dans le camp des investisseurs. Hein, parce que finalement, voilà, comment est-ce qu'on évalue une innovation, y compris même d'un point de vue financier. Voilà, quel sens est-ce qu'elle a et comme le disait Catherine, le sujet, c'est pas tant effectivement l'efficacité, c'est le sens d'une innovation. En tout cas, pour moi, le critère d'une innovation, parce que, innover pour innover, c'est absurde. Hein. Donc la question, c'est est-ce que cette innovation a un sens pour les générations futures ? Et là, pour le coup, ça implique de complètement changer notre rapport au temps. Aujourd'hui et depuis toujours, hein, c'est toujours le passé ou le présent qui donne un sens à l'avenir. Je veux dire, quand on fait un choix de vie, on fait un choix par rapport à ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait. Alors attends, là je vais faire telle formation ou je vais prendre telle décision dans ma vie professionnelle, parce qu'on essaye toujours d'être en cohérence par rapport à ce qu'on a fait avant. Une entreprise fait un choix stratégique en cohérence avec ce qu'elle a fait avant, et donc on est tous en cohérence avec ce qu'on a fait avant, de telle sorte que c'est le passé qui donne un sens à l'avenir. Alors que c'est complètement ridicule, c'est l'avenir qui donne un sens au présent, c'est l'avenir qui donne un sens au passé. Ça m'a toujours amusé quand il se trouve qu'en cabinet ministériel, j'ai écrit pas mal de discours pour mes ministres. Et effectivement, ils voulaient toujours dans les discours qu'on rattache telle loi ou telle politique publique au passé. Mais c'est pas le passé qui donne un sens à telle ou telle politique publique. On construit une politique publique en fonction de l'avenir. Donc toute la question va être comment est-ce que peut-être on remet en question cette valeur morale qu'est la cohérence. Le sujet, c'est pas la cohérence, c'est pas la fidélité au passé, c'est la fidélité par rapport à l'avenir. Donc effectivement, pour un groupe comme le vôtre, effectivement, il y a un vrai changement de modèle à réaliser pour pouvoir être justement plutôt fidèle à l'avenir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de trajectoire, parce que c'est à la fois une cible, un tempo et puis des étapes qu'il faut franchir les unes après les autres. Un grand merci, c'était vraiment passionnant et je suis sûre qu'on pourrait continuer. Malheureusement, le temps nous est contraint, mais beaucoup de thématiques à aborder. C'était très intéressant. Merci beaucoup.